Madame, Monsieur, c'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau, avec moi, Simon-Pierre Bousnoum, le directeur des investissements routiers au ministère des Travaux publics. Bonsoir, Monsieur le directeur, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Madame Mebenga. C'est un plaisir. Pardon? C'est un honneur et un plaisir d'être là. Merci, c'est surtout pour nous éclairer ce soir et nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation. À ma gauche, notre spécialiste maison en matière de BTP, Rodrigue Bertrand Tueno, grand reporter à la CRTV et chef du service enquête et investigation à la rédaction centrale TV. Bonsoir et bienvenue, Rodrigue. Bonsoir, Lucrèce. Avec vous, nous allons évaluer les chantiers routiers au Cameroun. Au moment où nous allons évaluer les chantiers routiers au Cameroun, notre échange intervient à la suite de la visite de certains de ces chantiers par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, et au moment où une nouvelle date de livraison est annoncée pour la phase 1 de l'autoroute Yaoundé. Également au menu de Scène de presse ce soir, Covid-19, faut-il craindre une nouvelle vague de la maladie au Cameroun à l'image de ce qui se passe dans les pays occidentaux, mais surtout au regard de l'insouciance qu'affichent de nombreux Camerounais au point de pousser les pouvoirs publics à actionner le levier de la répression. Mais avant, parlons des routes. On a coutume de dire, là où la route passe, le développement suit. Et c'est l'espoir qu'avait soulevé l'annonce de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala en 2014. Aujourd'hui, où en est-on? Nous le saurons en suivant ce reportage de Rodrigue Bertrand Tueno. Rodrigue Bertrand Tueno qui nous a proposé ce reportage au cours de la semaine. Il était sur le terrain et voici ce qu'il a ramené. La décentralisation imprime ses marques dans les 14 communes du Mungu. Parmi les Après avoir endossé les éléments de protection individuelle, journalistes, caméramens, photographes et preneurs de son ont parcouru les 40 premiers kilomètres déjà bitumés du linéaire de 60 km de l'autoroute Yaoundé-Douala, phase 1. Plusieurs arrêts leur ont permis d'apprécier de près les travaux. Sur les 20 derniers kilomètres, ils se sont fait une idée de la rude bataille que mènent les ouvriers pour déblayer et terrasser dans cet environnement tantôt marécageux, tantôt rocheux. Patiemment, la mission de contrôle, l'entreprise et les représentants du maître d'ouvrage ont répondu à leurs multiples questions, dont l'une portait sur la date d'achèvement de cette première phase. La date officielle d'achèvement est au 30 décembre 2020. Mais vous savez, avec les difficultés que nous avons connues, l'entreprise nous a proposé le 31 octobre 2021 que le ministère des Travaux publics a refusé. Nous avons examiné ensemble avec cette entreprise son programme en fonction des rendements que nous maîtrisons. Nous pensons qu'au 31 mars 2021, les travaux seront achevés. Mais à ce jour, il faut le noter, le ministère des Travaux publics n'a pas donné cet accord parce qu'il entend apprécier jusqu'à la fin de cette année tous les efforts que doit faire l'entreprise. La journée a ainsi permis à la presse de bien s'informer pour mieux informer sur une infrastructure qui fait souvent couler encre et salive.
Alors, monsieur le directeur, ce chantier a été lancé en 2014, on l'a dit, et vous venez encore de nous dire, on vient de le suivre dans ce reportage de Rodrigue Bertrand-Tuno, que l'entreprise adjudicataire demande à nouveau un report de livraison pour le 31 mars 2021. Ce report qui intervient à la suite d'autres reports qui ont eu lieu, notamment ceux liés à la libération des emprises. Et ces reports ont mis à peu près 3 ans, d'où le retard que ce chantier a accusé. On voudrait bien comprendre, que se passe-t-il finalement avec l'autoroute Yaoundé-Douala? Merci de me donner l'occasion de faire connaître à vos millions de téléspectateurs les difficultés que nous avons de manière globale dans tous les chantiers du Cameroun et plus particulièrement dans ce chantier de l'autoroute. De manière générale, malgré toutes les dispositions qui sont prises, un chantier, et c'est le cas dans tous les grands chantiers, a toujours des problèmes liés à l'exécution. Il faut le dire, pour les problèmes au niveau du Cameroun, nous avons quelques petits, je peux citer quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive. Il y a le plafonnement du décaissement, ça veut dire que malgré nos envies d'aller plus vite, nous avons un plafond de décaissement. Quand l'entreprise commence un chantier en fonction de son planning, il dit je peux consommer tant. Quand bien même l'entreprise veut consommer et aller vite, il y a un plafonnement de décaissement pour les financements extérieurs. Ça veut dire qu'avec plusieurs chantiers, on est obligé de se limiter et ça nous limite. Et les entreprises le connaissent et font donc les efforts jusqu'à ce niveau. Il y a aussi, il faut le dire, de manière globale, l'insuffisance des budgets alloués aux différents projets. Nous savons que nous traversons des difficultés financières au Cameroun avec la situation qui est venue s'ajouter de Covid. Mais avant le Covid-19, on a Boko Haram au nord, on a la situation dans le nord et le sud-ouest. Et bien sûr, on a ce fameux problème de non-libération des emprises sur lesquelles nous avons assez souvent piétiné. Et heureusement, je pense que c'est un sujet qui est actuellement pris à main et un groupe est en train de réfléchir. Je voudrais avec Rodrigue, que vous reveniez sur l'axe, l'autoroute Yaoundé-Douala de manière précise. Je vais y arriver assez rapidement, si vous voulez bien. Et pour continuer dans le sens des problèmes de manière générale, il y a aussi le problème. On va revenir sur ces problèmes, okay. Je vous le promets. L'autoroute, pour que les gens puissent comprendre la problématique de l'autoroute et des retards, il faut dire que c'est un chantier qui connaît des difficultés. Du fait de la masse des travaux qui ont été augmentés. Il faut le dire qu'initialement, c'est un chantier qui était prévu pour 2 fois 2 voies. L'administration a choisi de monter le niveau de standard aux normes internationales et a prescrit de faire un chantier de 2 fois 3 voies. Je voudrais que vos téléspectateurs et certains Camerounais, et la plupart des Camerounais comprennent que quand on passe à 2 fois 3 voies, nous passons à une plateforme de 33,5 mètres. Ça veut dire quoi? Nous sommes aujourd'hui en train de construire, en construisant 60 km d'autoroute, en fait, on est en train de construire 180 km de route comme l'axe Douala-Yaoundé. En termes de largeur? Oui, parce que la largeur fait 10 mètres et demi de l'axe. Oui. Douala-Yaoundé, oui. Alors que l'autoroute fait 33 mètres. Donc ça peut être considéré comme nous sommes en train de construire 180. Donc les 60 km, les gens ont l'impression que c'est du retard. C'est vrai qu'on pouvait faire mieux, mais qu'on considère que c'est un grand et un gros chantier qui demande beaucoup de mobilisation et beaucoup d'efforts. Et comme je le disais, cette masse de travaux a sûrement impacté. Et nous avons aussi la nature de ce que nous avons rencontré, la difficulté naturelle, plus l'emprise est devenue lente, plus ces contraintes de terrassement et de mouvement de terre est devenue importante. Ajouté à cela, nous avons bien sûr le problème de la libération d'emprise. Je vais préciser que pour la dernière section, l'emprise n'a été libérée qu'au mois de février 2019 pour faire les derniers 20 km. Quatrième libération d'emprise. La quatrième libération d'emprise, parce que les autres étapes ont connu 3 libérations d'emprise. Oui. Alors que dans les procédures normales, on aurait dû libérer les emprises en avant et commencer les travaux.
Mais ça n'a pas été le cas dans le cadre de Tanger. Donc, voilà. Mais on peut s'attarder sur ce problème de libération d'emprise qui revient chaque fois, monsieur le directeur. Il y a des projets qui sont conçus, on sait ce qu'on veut faire, on a un timing précis. Pourquoi sommes-nous toujours surpris par des problèmes de libération d'emprise? Nous ne sommes pas toujours surpris. Malgré ce qu'on peut faire en anticipation, on peut, parce que ça implique beaucoup d'administration. L'administration territoriale, le ministère des Domaines et des Affaires foncières, et même les populations. Parce qu'il faut le dire, même quand bien même on fait une étude, au moment de l'exécution, il suffit qu'on modifie sur 60 km, même si on modifie un seul kilomètre, il faut reprendre la procédure à zéro. C'est ça l'une des difficultés. La deuxième difficulté, comme je dis, ça prend la validation, et c'est des documents qui vont à plusieurs étapes et validation. Et si j'en viens, on passe à ce problème, on en vient au niveau des populations et des difficultés de mobilisation des moyens pour rémunérer les populations. C'est des moyens qui sont importants, dont on n'a pas toujours la disponibilité de la liquidité. Surtout que c'est le Cameroun qui s'en occupe. Surtout que c'est l'État du Cameroun qui s'en occupe. Oui. Est-ce que tout ça ne pose pas le problème de la maturation des projets? Absolument. On pourrait voir ça de cette manière, mais je pense que non. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a donné des instructions et un groupe de réflexion est mis en place pour réfléchir spécialement et uniquement pour les libérations des projets. C'est un problème qui est aujourd'hui pris en main compte tenu des difficultés. Et d'ailleurs que le principal acteur de cette réflexion, c'est le ministère des Travaux publics. Je pense que c'est un problème qui est déjà connu, qui est maîtrisé. Il suffit maintenant de trouver les solutions qui font faire en sorte qu'on ne tombe plus sur cette même difficulté qui est déjà assez régulière et qui impacte énormément sur l'avancement des travaux. Au niveau, revenons donc sur l'aspect purement technique. Qu'est-ce qui justifie qu'un projet qui est conçu, on sait bien ce qu'on va faire, qu'on le lance et qu'en cours d'exécution, on le modifie? Le cas de cette autoroute, qui est l'objet de notre débat ce soir, il y a eu plusieurs modifications, notamment sur la voie de raccordement, je pense aussi. Oui. Alors que normalement, dès qu'on a engagé les travaux, on devait simplement suivre ce qui a été prévu. Oui. Je voudrais vous dire d'emblée qu'aucun pays dans le monde, dans aucun pays, n'a jamais été exécuté tel qu'il a été étudié, parce qu'on s'adapte. Au moment des gestions, c'est des sondages. Il y a quelques années, on le faisait tous les 1 km, après on est descendu. Aujourd'hui, nous le faisons à 250 mètres. Vous savez bien, entre 250 mètres, ça peut paraître petit, mais on peut avoir des surprises par rapport au moment où nous sommes en train de réaliser. Les études géotechniques, c'est pardon. C'est pour ça que les études géotechniques, on fait les sondages 250 mètres. On peut avoir un rocher qui est fait 100 mètres. Au moment de terrassement, vous êtes surpris de trouver un rocher qui a une longueur de 100 mètres. Monsieur le directeur, même aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme capacité de télédétection, de géodétection, les satellites et autres... Oui, malheureusement, à ce jour, le Cameroun n'utilise pas encore les télédétections qui coûtent énormément cher. Il a été demandé, je pense qu'on avait pensé à cette solution de télé, il a été demandé au Cameroun environ une somme de 2,5 milliards pour faire entre Douala et Yaoundé une télédétection. Nous avons trouvé ça assez cher, de l'argent à mobiliser qui coûtait énormément cher. Donc nous sommes obligés de travailler, permettez l'expression à l'ancienne, pour faire le sondage tous les 250 mètres et travailler et adapter au fur et à mesure que nous évoluons. Donc voilà un peu les procédures, voilà les difficultés. On ne peut pas faire exactement malgré les études parce que c'est des sondages, c'est des estimations, des appréciations et on est obligé d'adopter des solutions. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre métier, j'aime l'habitude de le dire que c'est le génie civil. Donc il faut qu'on ait un peu de génie dans ce que nous faisons tous les jours et au quotidien pour faire avancer les chantiers, c'est-à-dire trouver les solutions et à chaque fois trouver les solutions technico-économiques les mieux adaptées pour essayer d'avancer. L'autre jour, on a quand même eu l'impression qu'on a franchi les étapes les plus difficiles. Je rappelle qu'il y avait des points de terrassement où on avait une hauteur de près de 30 voire 40 mètres. Oui. Alors maintenant qu'on a traversé ces étapes, est-ce qu'on peut espérer avoir enfin l'autoroute Yaoundé-Douala phase 1? Merci de me donner cette occasion et cette opportunité. Je vais parler de l'autoroute, pas seulement de la phase 1 avec votre permission, mais de l'autoroute Yaoundé-Douala qui vient, il y a quelques semaines, de prendre un virage important dans la construction. Je vais commencer par ces 4 volets. Les 4 volets. Le premier volet, c'est effectivement l'achèvement de 60 premiers kilomètres.
Et comme vous l'avez si bien dit, nous venons d'achever les plus gros travaux, c'est-à-dire les terrassements sont achevés. La construction des ouvrages d'art est déjà à 85%. Donc, c'est les plus grosses difficultés. Il va rester d'achever les couches de chaussée et la couche de roulement. Je pense que nous sommes certains, parce qu'au 31 mars 2020, et je le disais tantôt dans le reportage que vous avez fait, parce que nous voulons à ce que l'entreprise fasse le maximum d'efforts jusqu'à la fin du délai contractuel prévu en décembre 2020. Permettez-moi d'être pessimiste, monsieur le directeur. J'ai appris à bonne source que c'est le gouvernement, c'est le maître d'ouvrage qui force la date du 31 mars. Comme le disait Lucrèce, ce n'est pas le 31 mars. L'entreprise aurait donné la date du 31 octobre 2021. Vous forcez, le maître d'ouvrage force et impose, n'a même pas accepté la date du 31 mars que l'entreprise, parce qu'au départ, on nous avait dit c'est décembre 2020. Or, bien que le maître d'ouvrage soit pressé d'avoir son ouvrage, un béton ou bien une pile, lorsqu'on coule, il y a un délai pour qu'il... Et l'entreprise insiste sur la date du 31 octobre. Vous, maître d'ouvrage, vous voulez absolument que ce soit le 31 mars. Qui aura raison? Le maître d'ouvrage est dans son rôle. Les techniciens que nous sommes à côté de lui, nous sommes là pour le conseiller et nous sommes dans notre rôle. En fonction des rendements pris dès le débat et des engagements, nous analysons la production. C'est une question de production. Au-delà de la production et des engagements, quels éléments techniques vous permettent de croire que ce chantier peut être livré au 31 mars? Permettez que je continue. En réalité, le travail que nous faisions et la date du 31 mars est une date qui tient compte de tous les éléments techniques. Par contre, la proposition de l'entreprise à la fin de l'année tient compte des paiements, ce que nous refusons à date. Oui. Donc ça tient compte plutôt, je ne serai pas payé parce que les précédents des comptes n'ont pas été payés à date. Donc il met ce coefficient qui pour nous n'est pas maîtrisable. Oui. Donc, alors je voudrais justement juste donner un chiffre avant que vous ne continuez. En ce qui concerne le taux d'exécution financière, il se situe aujourd'hui à 87,51%, soit 248 milliards, un peu plus de 248 milliards de francs CFA sur les 338 milliards pour un décaissement d'environ 202 milliards de francs CFA. Nous en sommes là aujourd'hui. Oui, oui. Vous conviendrez avec moi que l'entreprise attend des paiements, que ce soit de la partie camerounaise ou de Exim Bank Chine. Donc, c'est tenant compte de ces paramètres que l'entreprise fixe son planning. Pour nous, nous disons que techniquement, nous ne tenons pas compte des paiements, mais des rendements proposés par cette entreprise pour obtenir l'avancement réel des travaux. Donc, nous pensons, 31 mars, on pourrait avoir les 60 km déjà. Nous pensons que on aura ces 60 km. Certes, il y a des efforts à faire dans les paiements. Je pense que je laisse cette option aux autorités supérieures à ma hiérarchie, au gouvernement, que je le dise, se prononcer sur ça. Mais le travail, notre date est une date technique. Tous les paramètres techniques, avec tous les paramètres techniques, nous achevons ce chantier au 31 mars. Lucrèce, avec de ta permission, une précision. Lorsqu'on dit 31 mars, autoroute Yaoundé-Douala, ce ne sera pas déjà ouvert au trafic? Non, parce qu'il y a des voies de raccordement. Oui, c'est le deuxième volet. Et on se pose la question, pourquoi ce saucissonnage des projets routiers? Pourquoi ne pas avoir conçu un projet en sorte qu'on ait à la fois la voie de raccordement et l'ouvrage mère? On a pensé à tous ces volets au début de l'autoroute, mais c'est une question de capacité à financer au même moment tous les projets. Le Cameroun a des difficultés financières. C'est un pays qui cherche son émergence, qui n'a pas toute la capacité. Et le Cameroun aujourd'hui, il faut aussi le relever, est un grand chantier dans toutes les régions. Au Cameroun, ça se demande beaucoup de moyens que nous n'avons pas. Donc nous sommes obligés de faire de l'intelligence, de la programmation et de faire au mieux pour que les chantiers ne s'arrêtent pas et continuent avec le peu de moyens que nous avons. Donc, dans la suite, comme je disais, nous avons pensé à tous ces volets. Donc, et le deuxième volet est justement le raccordement et la mise en circulation. C'est pour ça donc, que nous avons opté, après accord du Premier ministre, le ministre des Travaux publics a opté pour le partenariat public-privé avec un concessionnaire qui est la société mère de la société Chefec qui s'occupe maintenant de la réalisation des travaux. Ce qui va faire en sorte que la première phase réalisée sera
comme un apport de l'État du Cameroun dans les négociations. Je ne pourrais pas dire davantage parce que c'est des négociations qui sont en cours actuellement et qui regroupent plusieurs administrations, notamment le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, la CAA et bien sûr l'organisme en charge spécialiste du partenariat privé placé auprès du Premier ministre qui est le CARPA. Mais M. Bousnoum, quand bien même nous aurons les voies de raccordement, l'ouvrage met les 60 premiers kilomètres, il va manquer les postes de péage. Non, ça fait partie des voies de raccordement. C'est pour nous des ouvrages connexes aux voies de raccordement. Oui. C'est-à-dire que la structure, la société qui va venir en concession, qui va construire les raccordements, va construire, parce qu'elle sera pressée de mettre en exploitation. L'avantage du PPP. De PPP. Oui. Donc elle va mettre. Et le troisième volet, avec votre permission, c'est la phase 2, qui commence de Bibodi jusqu'à Douala, la phase 3, le volet 3, et qui est la phase 2, de Bibodi à Douala. Et là également, nous avons déjà anticipé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'il y a quelques semaines, la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala a pris un virage. Parce que on a déjà lancé les consultations pour ceux qui sont inclus. Non seulement on a lancé les consultations, par rapport à l'expérience de 60 km, on a voulu que personne n'ait 60 km aujourd'hui. Donc on a divisé les 130 km environ en trois lots. Et donc ceux qui dans l'opinion font un rapprochement en se disant si pour 60 km ils ont tapé plus de 5 ans, les autres on se retrouvera en 2050. Je pense que je les apporte les éclaircissements. Ils iront dans la tombe sans avoir vu. Non, je les apporte les éclaircissements nécessaires cet après-midi en disant qu'il y aura 3 sociétés pour les 3 lots. C'est entendu. Je voudrais, Rodrigue, si vous permettez, qu'on parle quand même des autres routes. Absolument. Il y a certes l'autoroute Yaoundé-Douala qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que c'était la véritable star du réseau routier. Les Camerounais voulaient expérimenter pour la première fois l'autoroute. Alors, je voudrais qu'on parle du reste des routes camerounaises qui sont en construction. Comment se présente notre réseau routier aujourd'hui? Disons que le réseau routier camerounais, il est moyen par ça dégradé, surtout le réseau en terre, le réseau des routes communales, et surtout par ce temps de saison de souffle qui souffre énormément. Sur les plus de 123 000 km de routes que nous avons au Cameroun, nous avons presque 13 000 km qui sont revêtus. Ce qui n'est pas... Mais l'objectif est que chaque année, le strict minimum, c'est qu'on ait au moins 500 km de route qui soient bitumées toutes les années. On peut aller plus comme nous le pensons, nous l'espérons, et comme vous allez le constater au niveau en 2001, on pense avoir km de route en 2021, autant pour moi. Donc les chantiers sont en cours presque sur tout le temps. Parlant de ces chantiers, je voudrais qu'on s'attarde sur quelques chantiers phares. Les populations du Grand Nord nous en voudraient si nous sortions d'ici, sans parler de l'état de la route Ngaoundéré-Maroua. Qu'est-ce qu'on a décidé? À un moment, on avait pris l'option de la réhabilitation pas à pas, et certains proposaient carrément la réfection de cet axe routier. Qu'est-ce qui est fait, monsieur le directeur? Non, les chantiers sont en cours sur tout le corridor de la nationale. Vous savez, entre Mora et Kousseri, et le chantier en cours avec le génie militaire et le financement de la Banque mondiale. C'est un chantier que nous pensons qui est déjà suffisamment avancé. Avancé, ça traîne. Oui, on sait que ça traîne, on sait qu'il y a eu beaucoup de retard. Le temps, vous savez, c'est une situation innovante de travailler avec l'armée, avec le génie militaire. Je pense que nous sommes dans les premiers au niveau de l'Afrique subsaharienne qui avons fait cette expérience. Les Kenyans sont venus voir ce que nous faisons. Les Kenyans sont venus voir, effectivement. Donc, il fallait adapter et rouler tous les mécanismes pour travailler avec cette structure. Donc, Ngaoundéré, Kousseri, on va quand même assurer la fluidité du trafic. La réhabilitation qui est en cours, et ça va aller point par point, étape par étape. C'est entendu. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour écouter le ministre des Travaux publics. Quelle est la politique gouvernementale en matière de BTP? Quelle réponse face aux chantiers abandonnés ou alors qui connaissent des retards? Quelle réponse face à la libération des emprises qui prend souvent beaucoup de temps? Réponse en focus, réponse de Emmanuel Nganou-Dumessi, le ministre des Travaux publics.
dans le programme politique de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, le volet développement et infrastructure, notamment des infrastructures routières, est un axe central, compte tenu du fait que les infrastructures constituent les déterminants de la création de la richesse. À cet égard, quand vous mettez l'un dans l'autre, son programme de connectivité par la route, son programme de compétitivité de l'économie camerounaise, vous aurez le développement des chaînons nationaux, des corridors sous-régionaux. Ensuite, desserte des grands pôles économiques de notre pays. Enfin, le désenclavement des bassins de production. Nous avons exactement 123 223 km de route au Cameroun. Dans ce chiffre, vous avez 11% de routes qui sont revêtues. Et nous avons en construction un peu plus de 3 457 km de routes. Parmi les routes en construction, il y a tous les chaînons nationaux de la Nationale 1 qui sont en construction. Je pourrais citer Maroua-Mora, qui n'était pas encore construite, qui l'est. Mora-Dabanga-Kousseri, qui est en construction dans le cadre d'une collaboration avec le génie militaire. Si vous allez du côté de la nationale numéro 4 ou de la nationale numéro 6, là aussi elles sont en construction. Notre section est la plus longue et notre relief est plus accidenté. Nous réalisons ce corridor avec le concours des partenaires financiers internationaux. La mise en place du financement dédié au Cameroun a connu un petit retard et le relief est un peu plus complexe. Mais quand vous comparez le rythme d'exécution avec ce qui s'est passé de l'autre côté, vous noterez que nous avons eu un rythme d'exécution plutôt satisfaisant. Il faut distinguer désormais entre l'emprise de la route proprement dite, c'est-à-dire cet espace qui voudra que, en plus de la chaussée qui est faite, nous puissions reconnaître en la route sa qualité de domaine public artificiel. Ça, c'est l'emprise réglementaire de la route. Mais nous distinguons désormais entre l'emprise réglementaire de la route et le couloir des travaux. Nous avons récemment rendu public une directive méthodologique de construction de la route au Cameroun, qui voudrait que le tracé de l'axe routier évite autant que faire se peut des excessives destructions. Il n'y a pas proprement parler des chantiers que l'on peut dire abandonnés. Pourquoi il n'y a pas de chantiers abandonnés? Je vais vous dire un peu plus. D'abord, il y a cet exercice de revue des chantiers routiers et qui nous amène systématiquement à désactiver les contrats et qui se sont étalés sur une durée excessive. Si vous avez eu un contrat à réaliser sur 6 mois et que 18 mois après, nous rendons compte que vous êtes encore sur le chantier, on désactive votre contrat. Désactiver signifie quoi? On le retire. Les chantiers connaissent des retards, il faut le reconnaître. Mais nous préférons que ces chantiers avancent lentement que de s'arrêter. C'était donc là le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi. Monsieur le directeur, sur une période de 3 ans, quels sont les fleurons de notre réseau routier national? Les fleurons de notre réseau national, c'est les grands corridors. Je prends l'exemple de la route San-Milima-Bikoula qui va jusqu'à la frontière avec le Congo, qui est une transafricaine. Pour l'année 2020, nous allons sur les 315 km qui restent, partie camerounaise, nous allons réceptionner 277 km avant la fin de cette année et le reste des 38 km premier semestre 2021.
Pour le chantier Batienga-Antui, qui est aussi un corridor important, Batienga-Antui qui va jusqu'à Tibati, ce chantier va réduire la liaison entre le sud du Cameroun et le nord du Cameroun environ de 200 km. Là également, nous allons réceptionner environ 218 km en 2021 sur les 359 km. Donc les populations peuvent dire au revoir au bac. Oui, au niveau de Batienga-Antui. C'est-à-dire, pour ce qui est de l'axe Batienga-Antui. Pour l'axe Batienga-Antui, au niveau du pont sur la Sénégal, le pont est déjà construit et les travaux sont achevés à ce niveau. Je pense que les populations ont eu l'occasion d'exprimer leur joie et leur lors des différentes. C'est autant de chantiers, autant de choses qui sont envisagées. Et en une minute avec ce plan, que de manière globale, en 2020, jusqu'à la fin de 2020, nous aurons 622 km de routes réceptionnées. Et les routes de désenclavement des bassins agricoles. Y compris, je prends le cas de Banganté-Fumbo, où il y a 51 km qui seront réceptionnés. Et en 2021, on aura 1094 km de route que nous allons réceptionner également. Donc, ce n'est pas important. On va doucement, progressivement, mais sûrement, j'allais dire. Mais monsieur le directeur, éclairez-moi l'antenne. Le ministre des Travaux publics, maître d'ouvrage, avait promis l'achèvement de la transfrontalière Saint-Milima-Wesso, partie camerounaise, décembre 2020. Maintenant, vous donnez une autre date. C'est dû à quoi? Disons que ce n'est pas une autre. On a un seul chantier sur lequel nous avons eu des défauts qui est reporté à 2021 au premier semestre. Bikula Djoum. Avec là également, nous avons eu des problèmes de libération des emprises. Oui. Alors, derrière tous ces bons points que vous venez de souligner, il y a, j'imagine, une nouvelle organisation qui est mise en place au niveau du ministère des Travaux publics, avec notamment la mise en œuvre des travaux en régie. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que cela implique pour le budget de l'État, par exemple? Effectivement, depuis quelques années, le ministère des Travaux publics, c'est un ministère qui se remet en cause perpétuellement. Donc, le ministère des Travaux publics a mis en place des groupes de travail pour réfléchir et faire des propositions. Déjà des propositions, les premières propositions qui ont été acceptées par la haute hiérarchie, c'est la mise en place, par exemple, d'une direction générale des études. Je peux prendre l'exemple, la route qui est en cours de chantier actuellement entre Yaoundé et Babadjou. Les études ont été faites par les cadres du ministère des Travaux publics à un coût de 100 millions de francs CFA, alors que le bureau international proposé nous demandait 980 millions de francs CFA. Vous voyez la différence qui est la nette. Aujourd'hui, nous avons une brigade de travaux en régie qui intervient et qui a son petit équipement. Il faut dire que ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'au niveau de chaque région, on a créé des sous-directions de travaux en régie. Nous n'avons plus d'équipement parce que avec nous avons l'équipement qu'avait le ministère des Travaux publics a été, je dirais, vendu. Si c'est nous sommes en train de nous rééquiper et ça va se faire progressivement. Et on ne va plus attendre qu'un trou qui se forme, qu'on attend qu'il y ait un gros marché pour intervenir directement. Alors justement, parlons de ces trous. Rodrigue, on va peut-être commencer à parler de l'entretien routier. Parlons de ces trous, notamment de ces nids de poules. Quelle est la réglementation en la matière? Parce que souvent, ce qu'on constate sur le réseau routier national et même sur les autres routes, parce qu'il y a beaucoup d'administrations qui interviennent dans le secteur de l'entretien routier, ce qu'on constate généralement, c'est que nous avons un nid de poule sur un axe routier, mais on prend du temps, et puis le nid de poule se transforme en nid d'éléphant. Quelle est la procédure? Pourquoi ne pas anticiper? Parmi les solutions pour anticiper, c'est déjà la mise en place de cette brigade des travaux en régie. Jusqu'à il y a quelques années, il fallait attendre, on ne mobilisait pas une entreprise pour un seul trou ou deux trous. Il fallait attendre et ça prenait du temps et la route continuait à se dégrader au fur et à mesure pour mobiliser une entreprise. Parce que si vous la mobilisez pour une seule tâche, son installation de chantier sera presque identique comme s'il venait faire réhabiliter d'autres trous. On peut dire que le ministère a déjà son bataillon d'intervention rapide. On peut l'appeler ainsi comme ça. En ce qui concerne les routes, on peut l'appeler ainsi. Oui. Donc c'est un outil très fort, c'est un aménagement qui va se faire progressivement. Mais il faut aussi dire aujourd'hui que nos routes ont atteint un niveau de dégradation compte tenu du fait qu'on n'a pas intervenu pendant longtemps, qui fait en sorte que quand bien même les premiers interviennent,
on bouche un trou, tout de suite, un autre... C'est comme un vieux tissu fatigué qui est en train de se dégrader. Ça pose un problème. Ajoutez à cela, parce que parmi les difficultés de l'entretien routier, il y a aussi le non-professionnalisme de beaucoup de PME camerounaises qui ne sont pas professionnelles. Et je sais que d'un autre côté, que c'est aussi des PME qui ont des difficultés à se faire accompagner par les banques. Donc il y a ce deuxième volet qui est un aspect. Le fonds routier qui est... Je voudrais, avant que vous ne parliez du fonds routier, que nous allions sur le terrain pour voir justement comment ce fonds routier travaille avec certaines communes. Et nous prenons la route de Nkonsamba, c'est avec Franck et Evina. La décentralisation imprime ses marques dans les 14 communes du Mungu. Parmi les secteurs en pleine transformation, il y a les routes. Si certaines demeurent en mauvais état, d'autres, à défaut d'être bitumées, ont été reprofilées, facilitant ainsi le déplacement des personnes et des biens, notamment l'écoulement des produits agricoles vers les centres urbains. Les maires veulent accélérer cette dynamique de désenclavement à travers une utilisation optimale du fonds routier. Le guide technique au cœur de cet atelier de vulgarisation au cercle municipal de Nkonsamba est là pour orienter les exécutifs communaux dans le respect des procédures. L'objectif principal, c'était de sensibiliser les maires qui sont aujourd'hui des nouveaux ordonnateurs au niveau du fonds routier sur les procédures pour leur faciliter la mise en œuvre des projets qu'ils se proposent de réaliser dans leur commune. En effet, certains ont souvent vu ne pas aboutir leur dossier du fait de la non-maîtrise des démarches à effectuer auprès des administrations sectorielles. Des opérations qui vont de la programmation au paiement des prestations en passant par l'exécution et le contrôle des travaux. La gestion d'une cité n'est pas facile. Il faudrait que tous les mécanismes qui sont mis en place soient utilisés à bon escient. Que les exécutifs municipaux que nous sommes puissions d'ailleurs d'abord comprendre le subterfuge, les pichenettes, les moyens et les différentes régularités qu'il va falloir faire, notamment dans le cadre du fonds routier, pour qu'un projet soit éligible. Aujourd'hui, nous sommes autour de à peu près un peu plus de 750 millions de francs CFA mis à la disposition de 5 communes dans le département du Mungu. Et ça, je vous rassure que ce n'est pas la plus faible cagnotte. De l'argent pour offrir aux populations du Mungu de meilleures routes communales. Merci Franck et Evina. Monsieur le directeur, vous avez entendu, vous avez suivi ce reportage et vous avez particulièrement suivi l'intervention du maire de Nkonsamba premier qui parlait de déceler toutes les pichenettes pour pouvoir avoir des financements, savoir comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes à parcourir pour pouvoir avoir des financements. Est-ce à dire qu'il y a des difficultés à avoir des financements du fonds routier? Ou alors une méconnaissance des étapes, des procédures? Disons que la seule difficulté que nous connaissons au niveau du fonds routier, c'est une question de conjoncture. Parce qu'au départ, le fonds routier qui a été créé pour thésauriser les financements et payer rapidement les PMI a fait ce travail jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il y a l'argent, je peux dire, qui dormait et qui n'était pas utilisé, alors que l'État du Cameroun, de manière globale, avait des besoins énormes. Il y avait beaucoup d'argent qui dormait au fonds routier et l'État. Donc, l'État a décidé de ramener ces moyens vers le trésor public dans une caisse unique que nous avons aujourd'hui, ce qui fait en sorte que ça crée un mécanisme plus long et plus diligent et la gestion devient un peu plus compliquée. C'est pour ça donc que nous avons tout de suite pensé à un fonds routier de deuxième génération. Ce problème aujourd'hui pris en main par le gouvernement. Les groupes de réflexion sont en cours pour trouver des solutions idoines et diligentes entre nous, les opérationnels. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux approches. Nous, les populations qui voudront avoir de l'argent pour payer tout de suite et faire avancer les travaux. Et les économistes qui ont une vision globale de savoir que quand l'argent
fait 2 mois, 3 mois quelque part sans être utilisé, ça cause du tort à l'État alors que les besoins sont ailleurs. Donc voici la problématique du fonds routier. Ce n'est pas un problème de signature où le fonds routier ne peut pas venir, mais la question aujourd'hui de trouver la meilleure des solutions pour que le fonds routier puisse jouer son rôle qui était prédestiné. Rodrigue, une dernière question? Oui, au niveau de l'entretien routier, on sait que depuis quelque temps, on expérimente la décentralisation dans le secteur des routes. On attribue des moyens aux communes. Est-ce qu'on a déjà procédé à une évaluation pour se rendre compte si c'était une bonne option ou pas? Disons qu'à date, on ne peut pas dire qu'il y a une évaluation, mais il y a un accompagnement que nous faisons. Je le disais tout à l'heure, parmi les moyens qu'a mis le MINTP a sorti beaucoup de documents, qui sont des documents de gestion des projets. Et nous travaillons avec les communes pour les accompagner, pour les appuyer dans la meilleure manière. Et il y aura une étape. Et nous sommes dans la phase vulgarisation et expérimentation de ces documents. Mais que répondez-vous à certains maires qui disent que malgré la décentralisation, tout continue à se passer à Yaoundé, un peu comme si on avait vendu la chèvre et on a arrêté la corde? Non, je ne pense pas que c'est toujours... Ils sont maîtres d'ouvrage, c'est eux qui lancent les appels d'offres. Les moyens ne sont pas aussi colossaux, c'est vrai. C'est comme dans tous les pays, qu'on ne pense pas que le ministère des Travaux publics a les enveloppes. Non, nous savons que le Cameroun a des enveloppes limitées par rapport aux rentrées d'argent, par rapport à son budget, et ne peut donner que ce qu'on a. Donc il n'y a pas un budget. Et les besoins, on sait que les besoins sont énormes, mais on ne peut pas satisfaire les 300, si je ne me trompe pas, 360 communes, que je ne me trompe pas. Donc pour qu'on les donne chacun à suffisance ce dont il a besoin. C'est bien noté, Madame, Monsieur. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Nous allons parler du Covid-19, le Covid-19 qui impacte négativement le secteur des BTP, dont on craint une résurgence au Cameroun. Peut-être pas comme cela se passe ailleurs, mais les pouvoirs publics ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Quels acteurs et quels outils pour la répression? Question posée aux journalistes cette semaine. La réponse dans la rubrique édito de Michel Renaud Ouanja. Les acteurs les plus immédiats, c'est toujours les acteurs du secteur médical qui doivent faire preuve de monter en puissance dans leur action. Mais aussi, il faut associer en premier les collectivités territoriales décentralisées qui ont un rôle direct dans la relation avec les populations. Je pense que maintenant, il faut passer à une étape supérieure. Et l'étape là, c'est cette répression. Et je pense que les forces de maintien de l'ordre doivent entrer en jeu pour jouer véritablement leur rôle. Le premier acteur dans cette affaire est d'abord l'individu lui-même. Chacun d'entre nous devrait être le premier agent pour imposer la coercition. Il faut associer les hommes politiques, il faut associer les élus, il faut associer tous les acteurs qui peuvent avoir une parole qui amène les gens à modifier leur comportement. Les leaders d'opinion, les hommes d'église et tous les gens qui ont une capacité d'action, une capacité de transformation du comportement des populations. Il faut que les forces de maintien de l'ordre jouent leur rôle, que les contrôles soient systématiques dans les administrations, dans les véhicules, notamment les voitures de transport en commun. Il va falloir passer à une phase répressive, vraiment répressive, avec le port systématique des masques, avec la coercition pour que cela soit ainsi, étant entendu que le président de la République, le 19 mai dernier, a demandé aux Camerounais de porter systématiquement jusqu'à nouvel avis les masques. Retour sur le plateau, dès maintenant avec deux dames. À ma droite, le docteur Fanny Mahamat, qui est directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique, que nous accueillons à nouveau sur ce plateau. Bonsoir docteur et bienvenue. Merci, bonsoir mesdames, bonsoir madame Ebenga, Chetabilé, bonsoir chers téléspectateurs. Chetabilé donc, à ma gauche, Chetabilé qui est le chef du département des tranches spécialisées au poste national de la CRTV. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Lucrèce Mbenga, bonsoir docteur Mahamat Fané
Et avant de vous presser de questions tout à l'heure, je voudrais vous remercier chaleureusement une fois encore, vous qui m'avez si assidûment accompagné jusqu'à la guérison quand j'ai été contaminée au coronavirus. Vous imaginez bien que cette expérience-là nourrira un certain nombre d'interrogations ce soir. Je vous en prie, on ne faisait que faire notre devoir. Merci de votre disponibilité. C'est bien entendu. Alors, Dr Fanny Mahamat, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, celui qui porte sur la résurgence de la maladie au Cameroun, c'est une problématique que nous allons aborder dans cette deuxième partie de Scène de presse. Je voudrais d'abord savoir quelle est la situation de la maladie au Cameroun aujourd'hui. Alors déjà, dans le monde, il y a 214 pays qui sont touchés par le Covid-19 à date, avec près de 22 millions de personnes qui ont été testées, dépistées positives. En Afrique, 54 pays sont touchés. Donc, au niveau du Cameroun, la veille du 20 août 2020, nous avons enregistré 18 662 personnes qui ont été dépistées positives et nous avons malheureusement perdu certains de nos compatriotes. Donc 408 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 2,21%. Fort heureusement, nous avons un taux de guérison qui est assez élevé, autour de 91% pour 17 065 personnes qui ont été déclarées guéries. Alors, au point où nous sommes rendus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Nous avons atteint le pic, nous sommes en phase plateau encore, ou alors on a amorcé la descente? Alors, les informations que nous avons en ce moment, lorsque nous analysons les chiffres, nos données que nous avons, nous nous rendons compte qu'il y a effectivement une décroissance de gens. Nous avons atteint le pic il y a à peu près un mois et dont nous sommes... Mais il faut le dire, le dépistage, le taux de dépistage n'est pas aussi élevé. Il faut également le dire. C'est vrai que le seuil, la prévalence au sein des personnes qui sont dépistées commence à baisser. Donc, en ce moment, on peut dire effectivement que nous sommes dans une phase où il y a la courbe qui est en train de décroître. Mais il faut éviter, il faut craindre qu'il y ait de nouveaux pics. Effectivement. Alors, justement, avant que nous n'abordions la question de la résurgence, Cheta, peut-être devrions-nous nous poser la question de savoir, en ce qui concerne, parler des personnes asymptomatiques, parce qu'on a le sentiment depuis un certain temps que ce ne sont que ces personnes-là qui sont déclarées positives au coronavirus. Où sont passés les cas sévères? Alors, déjà, il faut dire que nos capacités de dépistage, avec la stratégie que nous avons mis en place, notamment la stratégie des 3T, traquer surtout, tester et traiter, fait en sorte que nous avons cette possibilité-là d'aller chercher, d'aller vers le virus, d'aller dans les communautés. Donc, nous encourageons régulièrement tous les volontaires, même les personnes qui ne sont pas symptomatiques, tous ceux qui veulent se faire tester, à se faire dépister. Donc, tous ceux qui présentent des symptômes ou alors des petits malaises qui se font dépister. Et donc, du coup, il y a un dépistage massif des populations. Ajouté à cela, nous avons le traitement. Nous avons un protocole qui, il faut le dire, il marche. Depuis le début de l'épidémie, nous avons suffisamment de médicaments suivant ce protocole-là et dont les patients qui sont dépistés positifs sont très tôt mis sous traitement suivant ce protocole mis en place par le comité scientifique. C'est ce qui diminue les cas sévères? C'est ce qui diminue c'est ce qui pourrait expliquer cette diminution des cas. On ne peut s'empêcher de remarquer, docteur Mahamat Fanny, c'est vrai qu'il y a des milliers de malades, c'est vrai qu'il y a des centaines de morts et c'est dommage, mais on ne peut s'empêcher de remarquer que les statistiques sur le continent africain ne connaissent pas la même ampleur qu'ailleurs dans le monde. Avec le recul aujourd'hui, comment le comprendre, comment le prenez-vous? Alors, des études sont en cours, mais déjà, il faut savoir que les cas que nous suivons en ce moment avec nos équipes, nous avons constaté qu'il y a une immunité, dont les IgM notamment. Ceux des Camerounais en ce moment, le résultat viendra ultérieurement, certainement nous aurons l'occasion de le présenter aux Camerounais, mais nous avons un taux d'IgM chez les Camerounais qui dure un peu plus longtemps, dont les Camerounais sont
protéger un peu plus longtemps, alors que ce qui a été constaté dans les autres pays, notamment en Europe, au bout de 15 jours, il chute. Et donc, tout ça peut expliquer. Nous avons beaucoup de réflexions. Nous sommes en train de mener des recherches. En ce moment, nous aurons certainement des réponses. Mais une chose est sûre, effectivement, nous avons un seuil de contamination qui est assez bas. Jusque-là, on peut le dire. Et nous avons des cas, le plus souvent, ils sont asymptomatiques, la majorité des Camerounais. Donc, le système de riposte, les acteurs de la riposte que vous êtes, ne se reprochent absolument rien dans la manière dont les statistiques sont prélevées. Il y a eu à un moment des voix à l'international qui se sont mises à soupçonner les pays qui avaient des chiffres un peu bas de ne pas faire un décompte tout à fait exhaustif. Voilà. Bon, alors rien n'est parfait. En fait, nous parlons de la fiabilité de ces statistiques. Alors pour ce qui est de la fiabilité, il faut reconnaître qu'effectivement, une de nos faiblesses en ce moment, c'est la gestion des données. Mais beaucoup d'efforts sont faits avec des stratégies, notamment l'opération coup de poing que nous sommes en train de mettre en ce moment, surtout pour les régions qui sont les plus affectées. C'est le cas pour le centre, le littoral et l'ouest, où nous sommes allés même en ce moment, nous sommes allés voir, vérifier déjà les chiffres que nous avions, mis en place de nouveaux registres, de nouveaux outils, de nouvelles applications, donc pour permettre, nous sommes en train de corriger cela, mais une chose est sûre réellement, tous les volontaires qui viennent, ils sont dépistés et ceux-là au moins sont captés dans le système et l'information. Il y avait ces accusations à l'international, pendant que paradoxalement, en interne, certaines familles soupçonnaient que leurs défunts ne soient pas ne soient pas décédés de coronavirus, que pour rattraper les observations des organisations internationales, le système se mettrait à grossir un peu les chiffres pour échapper à la critique. Que dire aujourd'hui à ces familles qui ont parfois vu des proches entrer à l'hôpital, ont à peine eu le temps de réaliser qu'ils sont malades, ces personnes sont décédées et on leur annonce coronavirus, on ne vous remet pas le corps, etc., etc. Alors, c'est vraiment dommage, effectivement. On n'aimerait pas se mettre à la place de ces personnes qui ont perdu, nous le regrettons tous, la perte de notre humain. Mais il faut le dire, il y a eu une stigmatisation de la maladie à un moment donné. Il s'agit d'une grippe. Il s'agit d'une maladie très contagieuse et chacun d'entre nous peut très bien la contracter. Et donc, comme je le disais tantôt, la stigmatisation, le fait que les gens ont considéré que c'était une maladie honteuse et avec nos us, nos coutumes, sachant que nous sommes très, très accrochés dans certaines parties du pays, surtout au corps. Donc de nos proches qui sont en train qui nous quittent. Donc tout cela fait en sorte que on n'accepte pas cela et puis on commence à développer. Fort heureusement, le ministre de la Santé publique a pris des mesures suivant les recommandations, donc notamment de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc de plus, les corps sont gérés un peu plus différemment et justement, ce problème commence à disparaître. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les chiffres et peut-être le rang que le Cameroun occupe dans la prise en charge de cette maladie, notamment en Afrique. On semble être parmi les pays qui maîtrisent le mieux cette pandémie, tout au moins l'un des pays qui a su mettre en place très très rapidement une riposte efficace. Alors, docteur, avec seulement 1100 cas actifs et 6% de taux d'occupation des lits des centres spécialisés, doit-on vraiment craindre au Cameroun une résurgence de la maladie? Qu'est-ce qui nous fait tant paniquer? Alors, il faut déjà effectivement reconnaître, on peut le dire sans se tromper, qu'il y a une bonne maîtrise de l'épidémie au niveau du Cameroun. Déjà avec l'implication de la très haute hiérarchie qui impulse en amont et qui se propage en aval avec la coordination de toutes les activités de la riposte par le Premier ministre chef du gouvernement qui lui-même préside personnellement tous les jeudis cette réunion interministérielle. L'implication des autres sectoriels, le ministère de la Santé publique n'est pas seul. Nous avons le MINAT, le MINAS, MINDEVEL et tous les autres acteurs qui y contribuent. Alors, mais surtout les stratégies qui ont été mises en place par le ministère de la Santé publique. Il faut le dire, nous avons eu très tôt un plan
de gestion qui a été mis en place avant qu'on ne déclare les premiers cas. On a cette force, cette particularité que le Cameroun a. Le centre de coordination des urgences de santé publique, très envié en Afrique, nous l'avons et très vite les équipes se sont installées aussitôt que le système de gestion a été déclenché. Et il faut le dire, nous avons une bonne maîtrise avec la surveillance qui est effective aux portes d'entrée avant que les fermetures des frontières ne soient instruites. Et également la prise en charge des cas. Nous avons suffisamment de médicaments, nous avons la capacitation du personnel, mais nous avons surtout les intrants qui sont disponibles. Alors, de quoi a-t-on peur? J'ai envie de vous poser la question. Si on a pu faire tout ça, qu'est-ce qui nous fait craindre aujourd'hui? Quels sont les risques de résurgence? Il faut le dire. Déjà, on a ce qu'on appelle l'immunité collective, qui ressemble à lorsqu'on vaccine une communauté, une population, qui est normalement d'environ à peu près 60%. C'est sûr, c'est clair, 60% des Camerounais n'ont pas été en contact avec le Covid, ne sont pas positifs en ce moment. Alors, lorsqu'on n'a pas cette immunité collective, il faut éviter qu'il y ait une contamination des populations. Nous avons certes en ce moment 140 districts de santé sur les 190 qui comptent le Cameroun, où nous avons déclaré 141 des cas positifs, mais il y a encore des districts de santé où on n'a pas encore observé des cas. Alors, nous aurons d'autres événements à la rentrée scolaire, la rentrée académique, universitaire. Nous aurons l'ouverture des frontières pour des raisons socio-économiques. Tout cela pourra faire en sorte qu'il faudrait que, en retour, les populations adhèrent, que les populations s'engagent avec justement le respect des mesures édictées, surtout le port adéquat du masque qui est très très important pour pouvoir éviter de se faire contaminer, la distanciation sociale et autres. Donc en réalité, il y a bel et bien des facteurs pour des raisons socio-économiques, comme je le disais pour mes résumés, et qui pourront faire en sorte qu'il y ait des croisements, qu'il y ait des brassages, qu'il y ait des sorties des personnes. Et nous n'avons pas atteint l'immunité collective. Il n'y a pas de vaccination contre Covid-19 à date. Et donc, la seule chose qu'il y a à faire, effectivement, c'est de continuer de sensibiliser les populations pour que les populations s'engagent réellement. Elles adhèrent, qu'elles se fassent dépister également avec toutes les stratégies que nous avons en ce moment, avec l'approche des unités mobiles, nos caravanes mobiles qui sillonnent le pays. Que penser de la perspective du changement de saison? Généralement, un moment de grande résurgence de différentes grippes, les grippes plus ordinaires. Est-ce que vous regardez avec anxiété, avec angoisse, vous, les acteurs de la riposte, ce moment-là? Anxiété, angoisse, bon, je dirais plutôt nous préparons. Effectivement, nous les connaissons, ces périodes de fin d'année, début d'année, où effectivement nous avons des saisons où nous avons nos grippes habituelles. Covid-19, c'est un nouveau virus, donc, mais qui rentre toujours dans la même famille des coronavirus, donc de celle de la grippe, et donc on peut très bien observer effectivement ces facteurs environnementaux peuvent également influencer. Il était question de profiter des richesses de notre pharmacopée. On a commencé à le faire avec quelques acteurs de premier plan. Ouais. Comment est-ce qu'on compte poursuivre dans cette lancée? Alors, pour pouvoir continuer à être autonome dans la gestion, effectivement, efficacement la maladie, il est important que nous soyons réellement autonomes, que nous puissions avoir d'abord des médicaments, même ceux de notre protocole qui sont produits localement. Ça, c'est un travail qui est fait par l'équipe du MINRESI. Nous avons une très bonne collaboration, notamment la direction de la pharmacie, du laboratoire et du médicament qui travaille avec les experts du MINRESI. Ces médicaments-là vous donnent satisfaction, autant que des pilules venues dehors du Cameroun? Les médicaments n'ont pas encore été produits, malheureusement pas encore. Donc, le MINRESI pourra très bien répondre en temps opportun à cette question. Mais également, parlant des MTA, des médicaments traditionnels, voilà. Donc, il faut le dire, le ministre de la Santé publique a publié d'ailleurs un communiqué radio-presse à ce sujet où il a invité les promoteurs
de ces médicaments parce qu'il a reçu la correspondance d'une vingtaine d'entre eux qui se sont proposés, mais en réalité, les dossiers ne sont pas complets. Et donc, il les a invités à revenir vers le ministère de la Santé publique, vers le comité scientifique qui est là, mais aussi toutes les instances techniques du ministère de la Santé publique pour pouvoir les accompagner. Et ça sont les instructions du Premier ministre. Alors, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur un cas, le cas de Monseigneur Cléda, qui lui dit, qui affirme qu'il a pu guérir un certain nombre de malades, un grand nombre de malades, et que les hôpitaux catholiques qui recevaient ce médicament et qu'il administrait à leurs patients sont vides. Tout au moins, il n'y a plus de malades de Covid dans ces différents hôpitaux-là. Alors, quel est l'appui que le gouvernement entend, par exemple, accorder à Monseigneur Cléda, pour ne parler que de lui? Est-ce que vous prenez en considération, est-ce qu'on pèse le poids réel de son apport? Alors, le souhait, normalement, du Camerounais et de la Camerounaise que je suis, c'est effectivement qu'on puisse avoir un médicament au Cameroun, produit au Cameroun, et donc le fruit de la recherche d'un Camerounais qui puisse guérir des Camerounais et pourquoi pas d'autres personnes dans le monde. Il faut le dire, nous sommes en science. Et le ministre de la Santé publique est revenu plusieurs fois. Il y a des critères à remplir absolument pour pouvoir dire que confirmer ou alors être accompagné pour que les informations puissent être confirmées. Celui de la qualité du médicament, l'efficacité, l'innocuité. Il faut absolument prouver qu'on remplit ces critères-là. Et je crois que c'est ce qui est attendu. Le ministre de la Santé publique a d'ailleurs dépêché des collègues, le directeur de la pharmacie, avec toute une équipe pour aller rencontrer Monseigneur Cléda. Et comme je le disais tantôt, il a invité vraiment ses compatriotes à se rapprocher pour pouvoir accompagner cela. Oui, l'accompagnement est bien possible. Le ministère de la Santé publique est prêt à le faire. Et on espère bien qu'on pourra bien avoir un produit made in Cameroun pour traiter le Covid-19. Pourquoi pas? Alors, docteur, si cela devait repartir, si cette fameuse nouvelle vague redoutée ailleurs dans le monde devait se produire au Cameroun, au moment de la première vague, on a quand même vu un système passablement, je ne trouve pas d'autres mots, je vais dire dépassé. C'est-à-dire que des appels qui attendaient 24 heures, 48 heures pour une réponse, des patients qui fendaient les villes dans un sens et dans l'autre en ambulance à la recherche d'un lit. S'il devait y avoir une seconde vague, quels sont les éléments qui vous permettent d'affirmer que ce serait différent? Oui, alors, nous étions face à une urgence. Il faut le dire, le monde entier n'était pas préparé. Et je vous l'ai dit, nous avons certes eu un plan, mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Très vite, nous avons appris de nos erreurs, nous avons avancé et le gouvernement a régulièrement revu ses stratégies. Et donc, au niveau du ministère de la Santé publique, il y a eu une décentralisation. Il faut le dire, à l'époque, tout était centralisé parce que les premiers cas étaient plus au niveau des Yaoundé, Douala, ainsi de suite. Donc, il y a un système de gestion de l'incident dans les régions qui sont présidés par les gouverneurs avec l'implication des délégués régionaux. Mais en ce moment, c'est plutôt dans les districts de santé que ces systèmes de gestion. Et le ministre de la Santé l'a déjà dit, tous les districts de santé sont capables de prendre en charge en ce moment les cas qui peuvent être déclarés positifs. Des tests de dépistage rapides sont mis dans tous les districts de santé sur l'étendue du territoire national. Nous avons en ce moment 15 laboratoires parce qu'au début, il faut le dire, il n'y avait que le centre Pasteur de Yaoundé où on pouvait faire le test. Mais là, nous sommes à 15 laboratoires qui peuvent faire la PCR. Donc, si on vous a bien compris, le Cameroun peut facilement faire face ou alors peut mieux faire face à une résurgence du Covid-19 aujourd'hui? On peut mieux l'affronter? Oui, on peut l'affirmer. Le Cameroun est préparé à elle. En ce moment, nous sommes en train, d'ailleurs, le ministre de la Santé publique a instruit et demain matin, il y aura le démarrage de l'évaluation de la riposte depuis les 6 mois et donc certainement une nouvelle stratégie ou alors la stratégie va être revue et donc nous pourrons faire face, il faut le dire. Je vais prendre le cas de nos centres de traitement.
le cas de Orca, nous avons 281 lits pour la ville de Yaoundé dans la région du centre, avec environ 83 lits pour la prise en charge des cas sévères, de la réanimation. Ça, c'est ce que nous n'avions pas au début. Alors, si vous permettez, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ces sites spécialisés. Est-ce que ces sites-là sont sécurisés? Je prends par exemple le cas du site d'Olembe qui est assez excentré, où le gouvernement a investi notamment en termes de petits équipements, de literie et tout cela. Est-ce que ces centres sont sécurisés? Ces différents espaces sont sécurisés? Alors, le personnel de la santé, c'est vrai, n'est pas préparé à la sécurité, s'il faut parler de la sécurité des individus, mais nous avons... Je ne parle pas de la sécurité des individus, je parle du matériel. Alors... Ne disparaissent pas comme par enchantement. C'est valable pour Olembe, c'est valable pour Orca dont vous avez parlé, c'est valable pour tous les autres sites qui ont été aménagés par le gouvernement pour la prise en charge, étant donné que ces espaces sont... entre guillemets, peu sollicitant en ce moment, sont vides en ce moment? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en réalité, Covid-19, pour le pays, pour le Cameroun, c'était plutôt un moyen vraiment pour nous. Malheureusement, nous avons des cas, nous avons perdu des cas également, des décès, mais en réalité, elle nous a permis de revoir notre système, de pouvoir l'améliorer. Comme vous le savez, nous sommes par exemple en train de vouloir mettre en place très éminemment la couverture santé universelle. Et donc, il y aura normalement besoin d'équiper, de renforcer nos plateaux techniques. Donc, ce matériel sera effectivement dédié à ceux qui vont aller dans nos formations sanitaires. Il y a bel et bien un regard qui est mis sur ce matériel qui normalement devrait plutôt aider le pays à se préparer, à améliorer plutôt son plateau technique. Place à la revue de presse, une signature de Franck Evina. Barbarie sécessionniste, le cri des femmes amplifie l'écho de l'indignation. Elles ont marché dans les rues de Buea en réaction aux meurtres odieux commis ces derniers jours par des séparatistes armés. L'acte de courage du regroupement des femmes vivant dans le sud-ouest a été salué par le gouverneur Bernard Okalia-Bilaï au moment où un émissaire du premier ministre chef du gouvernement allait réconforter la famille de Siri Comfort Toumazan, tué à Mouyouka le 11 août dernier, rapporte Cameroun Tribune. En disant plus jamais ça, le gouvernement a décidé de restreindre la vente d'armes blanches dans le nord-ouest et sud-ouest. L'instruction du ministre de l'administration territoriale a aussitôt été mise en application par les gouverneurs des dites régions. D'après Le Jour, l'achat des machettes est particulièrement visé par cette décision, ainsi que les ventes du fer à béton pour une durée de 4 mois. Le quotidien bleu indique qu'à travers ces mesures, Paula Tangandji veut endiguer ce qu'il pense être la voie d'acquisition du matériel des terroristes. Pour le journal Essingam, la nouvelle croisade de Paula Tangandji vise à neutraliser les dernières failles et acteurs de cette criminalité qui menace désormais la capitale camerounaise par des bombes artisanales. Parlant de bombes justement, Mutation a noté une montée de psychose dans les services publics après la panique causée par la présence d'un objet suspect repéré dans un carton contenant des dossiers administratifs au ministère de la fonction publique. Une fausse alerte à la bombe qui a néanmoins amené les administrations à renforcer les mesures de sécurité, révèle le quotidien de la rue de l'aéroport. Ce que le journal de Georges-Alain Boyomo qualifie de virage explosif commande des mesures d'urgence comme celle au cœur du dossier de signature cette semaine. L'hebdomadaire questionne la pertinence, l'efficacité et la durée dans le temps des actions gouvernementales pour parer au plus pressé en cas de crise ou de catastrophe. De la guerre des terres dans la vallée du Ntem à la catastrophe du lac Nyos en passant par la pandémie du coronavirus, l'agonie de certaines structures étatiques et les mouvements de grève, le journal de Pierre Lebon Elanga constate qu'au Cameroun, les mesures conservatoires restent telles quelles au fil des crises, du définitivement provisoire. La revue de presse était sur la scène. Chita,
Une dernière question. La question simplement de ces éléments de prévention à titre individuel que les Camerounais ont tant de mal à intégrer, les masques, les gels, le lavage des mains, etc. Il est question de redire aujourd'hui qu'il n'y a vraiment pas autre moyen de se mettre à l'abri du coronavirus, Dr Mahamat. Oui, merci Chita pour cette question. Effectivement, il faut déjà dire que le Cameroun dispose vraiment de suffisamment un vaste dispositif technique, humain, donc pour accompagner les populations camerounaises dans cette gestion de l'épidémie du Covid-19. Je l'ai dit tantôt, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place tout ce qu'il faut également pour la prise en charge des cas éventuels positifs. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin à date. Et donc, la seule chose qui reste, c'est la prévention. Effectivement, et on en a suffisamment parlé tout à l'heure, nous ne sommes pas à l'abri d'une résurgence. Pour éviter cela, ce qu'il faut, c'est le respect des mesures barrières. Porter son masque, un masque de qualité, donc qu'il soit en tissu ou alors médical, il faut savoir l'aborer correctement, qu'il puisse couvrir le nez et la bouche avant de l'utiliser. Il faut se désinfecter les mains, donc laver ou utiliser une solution hydroalcoolique. Lorsqu'on a fini de l'utiliser, lorsqu'il a usage unique, on le jette dans une toilette bien protégée. Dans un sac à ordures, ou alors s'il faut le laver, on le met à l'abri des enfants et d'autres personnes en attendant de le laver, le sécher correctement avant de l'aborer. Donc il faudrait que nous mettons déjà dans nos habitudes. Covid-19 ne s'en ira pas tout de suite. Ça également, il faut se le dire. Pour cela, nous avons besoin effectivement dans notre plan de communication de risque, de changement de comportement. Il faudrait absolument commencer déjà à changer. Oui, pour Covid-19, mais aussi pour nos autres problèmes, parce que nous ne sommes pas à l'abri du choléra. En ce moment, nous avons 3 régions du pays qui sont en épidémie. Et là, il faut se laver régulièrement les mains. C'est de ça qu'il est question. La distanciation physique, lorsqu'on n'a pas à faire dehors, il vaut mieux rester chez soi. Éviter d'aller dans les milieux plus... Mais lorsque nous sommes obligés, nous portons notre masque et nous lavons les mains régulièrement. Je voudrais juste m'arrêter sur la question du masque, docteur, si vous le permettez. Le masque, quand est-ce qu'il faut le porter véritablement? Est-ce seulement lorsqu'on sort de chez soi ou alors même, je ne sais pas moi, dans son bureau, à la maison, il faut porter le masque? Quand est-ce qu'il faut porter ce masque? Alors, évidemment, lorsqu'on est seul, dans son bureau fermé, lorsqu'on est dans sa chambre, au lit, on n'a pas besoin de se protéger. Le masque sert à se protéger, à protéger les autres éventuellement. Si on est dans un bureau où on est 3 ou 4 et il y a de la clim, par exemple, est-ce qu'il faut porter le masque? Il faut porter son masque. Ajouter à cela la distanciation. Absolument. Lorsqu'on est à, je dis comme ça, 2-3 mètres d'une personne, on n'a pas besoin peut-être de son masque. On peut respirer un petit moment, mais on ne sait pas à quel moment la personne peut se reprocher pour venir prendre un petit bout de papier à côté de soi. Lorsqu'on est en présence d'une autre, une tierce personne, il vaut mieux porter son masque. Faut-il masquer les enfants, les jeunes enfants? Lorsqu'on sort avec eux, lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on les amène à l'école, par exemple, lorsqu'on monte dans le taxi, il faut un suivi. Donc, cela doit être assisté par les parents. À partir de quel âge? À partir de 5 ans, même le tout petit, il peut le... Lorsque vous avez votre enfant de 2 ans, vous êtes dans le taxi avec lui, il faut bien le protéger, absolument. Mais le bébé, le nourrisson, on peut avoir des risques qu'il puisse peut-être suffoquer. Et donc, le mieux, c'est effectivement d'éviter de sortir avec lui. Mais lorsque l'enfant peut, il sait que c'est un masque, il est conscient de cela, il peut arborer son masque. Madame, Monsieur, nous allons marquer donc un autre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour retrouver Daniel Menanga pour les 1 du lundi. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Lucrèce, bonsoir mesdames, panel spécial ce soir. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver ce soir. Cameroun Tribune à l'entame intempérie à Douala, toujours dans l'air du temps. Mobilisation générale après les fortes pluies tombées sur la capitale économique. Vendredi dernier, on a assisté à une effervescence spontanée pour la gestion de la catastrophe dans divers quartiers inondés du gouvernement.
riverains, en passant par le maire de la ville et d'autres acteurs institutionnels ou politiques déroulés de la page 10 à la page 13. C'est que Douala a pris la douche froide. Mutation choisit 4 images assez fortes pour dire en quelques mots comment la capitale économique est en proie à des inondations suite à des pluies diluviennes. Leçon d'un vendredi noir sur les pages 7, 8 et 9. Éco-Matin, CEMAC, les banques pessimistes sur les perspectives à long terme, chiffres à l'appui, le journal d'Émile Fidiek indique que si le Cameroun bénéficie d'une baisse des taux d'intérêt sur les emprunts à court terme, le pays n'échappe pas à la psychose des banques sur les emprunts à long terme. Explication en page 3. Intégration voit en Afrique centrale la maquette de la nouvelle communauté se dessiner. Et découverte en page 7, le journal de Thierry Ndon annonce par ailleurs que le Brésil confirme son soutien à Yaoundé 4 à propos de la coopération décentralisée, développement en page 9. Commune actuelle plus décentralisation, Hercule tient son conseil municipal à mi-parcours, Hercule alias Paul Ndongo Bikor. Le maire qui continue d'innover de par sa gestion de ses méthodes de bonne gouvernance, c'est du jamais vu pour le journal de Guy Albert Bomba. Éco-santé à cette nouvelle sur le plan d'urgence triennal, 8 centres hospitaliers régionaux de référence bientôt opérationnels. D'après Ousmane Sidibi, chef de la division des études et projets au ministère de la Santé publique, la construction de ces centres hospitaliers régionaux de référence connaissent un niveau d'exécution satisfaisant et devrait être mis en service progressivement à partir de novembre 2020. Défi actuel révèle RDPC, 90 personnalités menacées d'exclusion. La commission de discipline présidée par Peter Mafani Moussongué amorce l'examen des sanctions contre les militants qui ont transgressé les directives du parti lors du double scrutin du 9 février 2020. Les dessous de l'affaire sur les pages 2 et 3. Économie Report évalue les chances du Cameroun à la SECNA. Le pays propose aux États membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar un candidat pétri d'expérience. Englebert Zoua Etundi, qui compte ainsi remplacer à ce poste le Nigérien Mohamed Moussa. Autre argument en page 4. Prospective nouvelle se fait l'écho d'un cri de détresse. Le gouvernement au chevet de Marthe Zambo, le ministre des Arts et de la Culture, a déjà apporté des appuis symboliques de près de 1 700 000 francs CFA à l'artiste musicienne malade depuis plusieurs mois en attendant l'appui éventuel de la hiérarchie. Précision en page 9. Et pour finir, l'étudiant, des encouragements à l'étudiant, journal bilingue d'information produit par les étudiants de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC. Directeur de la publication, le directeur de l'ESTIC, Laurent Charles Boyomo Assala. À lire ce lundi, recrutement dans les universités d'État, le bal des auditions, délinquance juvénile, au cœur du péché, tout un dossier. And then Stanley Eno, new UNICEF ambassador. That's it for this, les unes de Scène de presse. Merci Daniel Menanga. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, mesdames, d'être venues. Merci également à Rodrigue Bertrand Tueno et au directeur des investissements routiers au ministère des Travaux publics, Simon-Pierre Bousnoum, qui était là dans la première partie de cette édition de Scène de presse. Rediffusion de votre émission lundi à 21h30 sur CRTV News. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Parce que la loi est claire. Pour posséder une arme, il faut une autorisation expresse du ministre de l'administration territoriale. L'objectif final, c'est ramener la paix, le dialogue, la concorde, le vivre ensemble entre les... Et le problème justement de ce type d'objectif, c'est que ce n'est pas mesurable. Il n'est pas mauvais de s'endetter pour investir dans le capital. Au Cameroun, la guerre des tribus n'existe pas.
Et puis le chef d'État a même dit aux nations, nous sommes tous mendiants de la paix. Vous prenez un taxi. Vous n'allez pas dire, monsieur le chauffeur de taxi, vous êtes de quelle tribu? C'est le grand classique de la CRTV, Actualité Hebdo, des invités de poids qui font l'actualité, questions-réponses sans complaisance, avec l'apport des internautes. L'actualité de la semaine est ainsi révisitée, actualité